La menace invisible pour la production agricole. Bonjour, je m'appelle Vincent et je travaille comme phytopathologiste à Agroscope, la station de recherche agricole du gouvernement suisse. J'ai commencé à faire de la recherche appliquée sur la lutte des maladies du sol en 1992. J'aimerais partager avec vous une partie de mon expérience que j'ai accumulée pendant cette période. Du monde montagneux des Alpes, je vais passer à un environnement plus maritime. Le croiseur HMS Belfast, au centre de Londres, est facilement reconnaissable comme un navire de guerre, assez menaçant pour le monde environnant. Il va de même pour les maladies transmises par l'air. Elles sont facilement reconnaissables dès le début d'une infection. L'oïdium, la rouille, l'anthracnose, la fusariose de l'épi en sont quelques-unes. Outre le fait que les maladies transmises par l'air sont visibles et relativement faciles à identifier, elles présentent également l'avantage pour le producteur d'être facilement accessibles pour les traitements avec des fongicides ou d'autres produits phytosanitaires. Cela signifie également que des mesures de lutte peuvent être prises pendant la période de croissance des cultures. Mais il existe une autre menace pour les cultures, souvent ignorée, car elle est, comme un sous-marin, la plupart du temps invisible. Cette menace est causée par des agents pathogènes et des nématodes transmis par le sol. Les fraises sont très sensibles à toute une série d'agents pathogènes du sol, qui provoquent des maladies du sol comme par exemple l'arverticilliose. Le champignon Verticillium thaliae survit dans le sol sous forme de microsclérote, une structure de survie résistante. Ces minuscules structures de couleur sombre germent lorsque une racine de fraisier ou d'une autre plante haute sensible se trouve à proximité. L'agent pathogène pénètre alors dans les racines, colonise le système vasculaire de la plante, ce qui entraîne une obstruction de la circulation de l'eau et de la sève dans la plante. Au final, la plante se flétrit et, dans le pire des cas, périt. Mais le flétrissement et la mort de la fraise ne sont que des symptômes de la maladie au stade final. Vous le constatez également chez d'autres plantes hôtes de verticillium, telles que l'aubergine ou le poivron, ou avec d'autres maladies comme les maladies de racines liégeuses de la tomate. Le flétrissement et la mort des plantes ne sont pas un symptôme limité à une infestation par un agent pathogène du sol ou des nématodes. D'autres facteurs, tels qu'un manque ou un excès d'eau, peuvent également provoquer le flétrissement. Comme dans ce champ de poivrons qui a été inondé après de fortes pluies, plus précisément 621 mm en 5 jours. Le pathogène lui-même est presque toujours invisible, même à ce stade avancé d'une maladie du sol. Des symptômes plus clairs pour certaines maladies peuvent être observés à l'intérieur de la plante, comme un brunissement du système vasculaire. Cela peut être observé une fois vous coupez la tige ou une racine. Si vous voulez voir d'autres symptômes indiquant une infection par un agent pathogène du sol, vous devez creuser. Les maladies vasculaires telles que le Verticillium fusarium n'affectent pas les racines à l'extérieur, mais d'autres agents pathogènes colonisent et détruisent le système racinaire. Une fois les racines lavées, certains symptômes sont facilement reconnaissables, comme la maladie des racines liégeuses. D'autres nécessitent un examen plus approfondi sous une loupe, comme par exemple la pourriture racinaire causée par Colletotrichum cocodes. Dans certains cas, même si la culture est infectée par une maladie du sol, aucun symptôme n'est visible sur la partie aérienne des plantes. Dans cet essai avec des fraises plantées dans une parcelle connue à être
infesté par des agents pathogènes du sol, surtout Verticillium, le sol du côté gauche a été désinfecté chimiquement avant la plantation, mais pas celui du côté droit. Par conséquent, les plantes à droite ont eu une croissance plus faible que celle à gauche. Même au début de la récolte, aucun symptôme indiquant une maladie du sol n'a pu être détecté. Par contre, il y avait une nette différence de rendement qui était le double pour le sol désinfecté, c'est-à-dire le sol dans lequel il n'y avait pas d'agent pathogène du sol. Un autre exemple, ce sont ces plantes de roquette, infectées par Pythium brassicum. Le seul signe qu'il y a un problème est la taille des plantes. Aucun symptôme sur les feuilles, mais aussi sur les racines. Dans ce cas, l'agent pathogène se trouve à l'intérieur des racines et perturbe la fonction d'approvisionnement en eau et en nutriments de la plante. Un autre point de l'invisibilité des maladies du sol est que l'effet de la culture précédente peut être sous-estimé. J'ai testé de courtes rotations de culture pendant ma thèse à Taïwan. L'agent pathogène testé dans cet essai était Ralstonia solanacearum, qui provoque le flétrissement bactérien de la tomate et de nombreuses autres cultures. Dans cet essai, j'ai mesuré la population de la bactérie dans le sol. La première culture cultivée était le niébé, riz et aubergine, et aussi un sol en jachère qui est sans mauvaises herbes. La deuxième culture était une variété de tomates sensible à la maladie. À l'exception de l'aubergine, qui est également une plante hôte de Ralstonia, la population de bactéries a diminué pendant la période où la première culture a été cultivée. Une fois la tomate plantée, la population de la bactérie a de nouveau augmenté à différents degrés, à l'exception du sol qui était cultivé avec du riz. Comme la population de Ralstonia était assez élevée dans les parcelles d'aubergines, le pourcentage de tomates flétries a augmenté très rapidement, atteignant 70% au bout de 2 mois. En revanche, les tomates cultivées après le riz, avec une très faible population bactérienne, avaient moins de 10% de plantes flétries. Il y avait également un impact sur le rendement, qui a été réduit de 50% pour les tomates cultivées après les aubergines. Il y a quelques années, nous avons remplacé le sol contaminé par plusieurs agents pathogènes du sol de la serre de notre station de recherche par un sol sain. Pour continuer des recherches sur les maladies du sol, nous avons ajouté une très petite quantité de l'ancien sol qui était contaminé avec ce nouveau sol. Les deux agents pathogènes principaux étaient, dans le vieux sol étaient la maladie des racines liégeuses, Pyrenocheta lycopersicii, et l'autre c'était la pourriture racinaire causée par Colletotrichum cocodes. En 2009, 2010 et 2012, nous avons réalisé des essais avec des tomates dans la même serre, dans le même sol. À la fin de chaque essai, nous avons évalué les symptômes de la maladie sur les racines. En 3 ans seulement, la part des racines pourries par ces deux maladies est passée de quelques pourcentages à plus de 90% lorsque un cultivar de tomates non greffé et sensible a été planté. Des tomates ont été plantées chaque année, même l'année où on n'a pas fait d'essai en 2011. Et les cultures de récolte de tomates étaient concombres et laitues. Aucune désinfestation du sol n'a été entreprise. En fait, la solution consistait à greffer sur des porte-greffes résistants. Le seul problème, c'est que de nombreux porte-greffes ne sont pas résistants à Colletotrichum cocodes.
Des conclusions jusqu'à présent sont les suivantes. Les agents pathogènes transmis par le sol sont invisibles et leur présence dans un sol est donc souvent ignorée. Les symptômes de surface ou au-dessus de la surface des maladies causées par des agents pathogènes du sol peuvent ne pas être reconnus, surtout au stade précoce du développement de la maladie. Des symptômes clairs des maladies transmises par le sol sont cachés, soit dans l'intérieur de la plante ou dans le sol, en dessous de la surface du sol. Des plantes infectées sans symptômes peuvent maintenir les populations d'agents pathogènes du sol à un niveau élevé. Et finalement, la culture répétée de cultures sensibles aux agents pathogènes du sol peut faire augmenter leur population à un niveau élevé en très peu de temps, en quelques années seulement. C'est pourquoi une rotation de culture dans laquelle alternent les plantes hôtes avec les plantes non hôtes des maladies du sol est un excellent moyen d'éviter de trop gros problèmes dans la production végétale. Les bases de données Best for Soil contiennent des informations sur le statut de la plante hôte de 20 grandes cultures, 29 cultures maraîchères et spécialement intéressant, 21 cultures d'engrais verts. Et cela pour plus de 130 pathogènes et 30 nématodes. Pour en revenir à l'environnement maritime, il existe une autre menace, souvent visible qu'au dernier moment, les pirates. Faut dire que sur ce navire, il est difficile de hisser le Jolly Roger, le drapeau des pirates, au dernier moment. Dans le monde de la production végétale, les agents pathogènes transmis par la semence, ou les tubercules ou le matériel de plantation, constituent une telle menace. L'anthracnose de la guimauve est un exemple de cette menace. Les racines de ces cultures sont utilisées pour la production de bonbons et sont cultivées en Suisse par des agriculteurs biologiques. Il y a 20 ans, dans le champ de plusieurs agriculteurs, les plantes ont commencé à flétrir. L'agent causal de la maladie a été identifié comme étant le Colletotrichum malvarum. Comme la maladie a commencé à apparaître dans le champ de plusieurs producteurs en même temps, on a soupçonné une transmission de l'agent pathogène par les semences. Différents lots de semences ont été testés et les semences d'un lot en particulier a été fortement contaminé par différents agents pathogènes, parmi lesquels se trouvait également Colletotrichum malvarum. Par conséquent, les semences contaminées ont été éliminées et l'anthracnose n'est plus un problème dans la production de la guimauve. Les maladies transmises par les semences ne sont pas vraiment des maladies du sol, mais elles commencent leur infection à partir du sol. Et certains agents pathogènes transmis par les semences, comme Verticillium alba-atrum ou Colletotrichum cocodes, peuvent rester dans le sol et infecter ainsi un sol qui était jusqu'alors exempt de maladies du sol. Pour ces raisons, les pathogènes transmis par les semences ont été également inclus dans la base de données Best for Soil sur les pathogènes fongiques. J'espère qu'après cette présentation, la menace invisible des maladies du sol est maintenant moins effrayante. Être conscient de ce danger est la première étape d'une gestion intelligente et globale de la protection des végétaux. Merci pour votre attention.